Le 17 avril 2026, l'Iran a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale internationale. Dans la foulée, Washington a mis sur la table une offre de 20 milliards de dollars d'actifs gelés en échange du stock d'uranium enrichi iranien. Pendant ce temps, un cessez-le-feu fragile tient au Liban, Israël fulmine et Donald Trump célèbre une victoire que personne d'autre ne voit. Alors, la guerre est-elle finie ou est-ce qu'on assiste simplement à un changement de chapitre dans un conflit qui n'a jamais eu de conclusion écrite d'avance? Rembobinons, le 28 février 2026, Donald Trump annonçait les objectifs de guerre américains contre l'Iran. Ils étaient clairs, publics, assumés. Premièrement, faire tomber le régime de Téhéran. Deuxièmement, détruire le programme nucléaire iranien. Troisièmement, neutraliser l'arsenal de missiles balistiques. Quatrièmement, couper les liens entre l'Iran et ses alliés régionaux, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices en Irak. Le plan, tel qu'il a été rapporté par le New York Times, reposait sur un pari de Netanyahou, des frappes massives, l'élimination du guide suprême Khamenei, le déclenchement de manifestations populaires, l'entrée en jeu des Kurdes depuis l'Irak et le retour de Reza Pahlavi, le fils du Shah exilé aux États-Unis depuis plus de 40 ans comme figure de remplacement. Scénario classique de changement de régime. Sur le papier, une affaire de quelques jours. 40 jours plus tard, aucun de ces objectifs n'a été atteint. Le régime iranien tient. Le programme nucléaire existe toujours. Les missiles balistiques n'ont pas été neutralisés. Et l'Iran a non seulement encaissé les frappes américano-israéliennes, mais elle a riposté, frappant des bases américaines dans la région, ciblant des installations militaires israéliennes et maintenant une pression constante sur le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce pétrolier mondial. Selon Bloomberg, les frappes ont causé des dégâts considérables aux infrastructures iraniennes et tué plus de 3000 personnes, dont des civils et des commandants militaires de haut rang. Mais le pays ne s'est pas effondré. Un ancien analyste de la CIA, Kenneth Pollack, aujourd'hui vice-président de l'Institut du Moyen-Orient pour les politiques, a résumé la situation dans une formule qui vaut son pesant d'or. L'Iran a montré une capacité d'innovation et de reconstitution rapide de ses forces. C'est un adversaire bien plus redoutable que ne le pensent la plupart des armées du Moyen-Orient. C'est dans ce contexte qu'Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a publié un communiqué annonçant la réouverture du détroit d'Ormuz à tous les navires commerciaux en conformité avec le cessez-le-feu et la trêve en cours. Simultanément, le site américain Axios a révélé l'existence d'un document de 3 pages résumant les termes d'une proposition américaine à l'Iran. Commençons par ce que l'ouverture du détroit d'Ormuz n'est pas. Ce n'est pas une capitulation, ce n'est pas le résultat d'une pression militaire irrésistible et ce n'est certainement pas le signe que l'Iran reconnaît sa défaite. C'est un geste politique calculé. Depuis le début du conflit, la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial, a provoqué une onde de choc économique global. Les prix des denrées alimentaires, des engrais, de l'ammoniac, de l'urée et évidemment du pétrole ont explosé. Les pays du Golfe, dont les exportations dépendent entièrement de ce passage maritime, se sont retrouvés étranglés. En rouvrant le détroit de sa propre initiative, l'Iran envoie un message limpide à Washington et au monde entier. C'est nous qui décidons. Nous l'avons fermé quand nous l'avons voulu. Nous l'ouvrons quand nous le voulons. La souveraineté sur ce passage n'est pas négociable. Il est possible, voire probable, que des pressions aient été exercées en coulisses par le Pakistan, la Turquie, l'Égypte, d'autres médiateurs. Mais le fait que l'annonce soit venue de Téhéran par la voix de son chef de la diplomatie et non de Washington change tout en termes de perception. Dans le langage de la géopolitique, celui qui annonce contrôle le récit. Et pour l'instant, c'est l'Iran qui contrôle ce récit. Passons à l'offre américaine. Selon Axios, Washington propose de débloquer 20 milliards de dollars d'actifs iraniens gelés. L'Iran en réclamait 27. Les États-Unis avaient initialement offert 6 en échange de la totalité du stock d'uranium enrichi iranien. Le site décrit la formule comme un cash contre uranium. C'est direct, c'est brutal, c'est trumpien, mais c'est aussi profondément problématique. L'Iran n'a pas traversé 40 jours de bombardements, perdu des commandants militaires, vu ses infrastructures
infrastructures endommagées pour remettre la seule carte qui lui garantit de ne jamais revivre cette situation. Le programme nucléaire iranien n'est pas un caprice, c'est une police d'assurance existentielle. L'ancien président israélien Avraham Burg l'a lui-même reconnu publiquement dans une déclaration qui a provoqué un séisme politique en Israël, en affirmant que c'est précisément l'agression américano-israélienne qui a donné à l'Iran la justification stratégique pour poursuivre un programme de dissuasion nucléaire. Burg a comparé la logique iranienne à celle de la Corée du Nord, posséder la bombe pour que personne n'ose plus vous attaquer. Et il a ajouté que si l'Iran obtient l'arme nucléaire, l'Arabie saoudite voudra la sienne, puis les Émirats, puis l'Égypte, puis le Qatar. Un effet domino nucléaire au Moyen-Orient, le tout avec le Pakistan, puissance nucléaire, comme médiateur. Burg a qualifié ce scénario de « jeter de l'essence sur le feu ». Les négociations achoppent donc sur l'essentiel. L'Iran ne veut pas remettre son uranium enrichi aux Américains. Téhéran propose un transfert vers un pays tiers sous supervision internationale. Washington insiste sur une remise directe. L'écart est immense et la trêve expire le 21 avril. Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre d'un cessez-le-feu bilatéral. Nous sommes face à une reconfiguration potentielle de l'ordre régional au Moyen-Orient et possiblement au-delà. Premier enjeu, la crédibilité de la puissance américaine. Trump a lancé cette guerre en promettant de ramener l'Iran à l'âge de pierre. 40 jours plus tard, c'est Washington qui négocie, c'est Washington qui offre 20 milliards de dollars, c'est Washington qui accepte un cessez-le-feu sans qu'aucun objectif de guerre n'ait été atteint. Les médias israéliens, y compris la chaîne 14, pourtant alignée sur Netanyahou, parlent ouvertement de trahison de Trump. Les correspondants militaires israéliens décrivent une situation de crise stratégique et politique sans précédent au sein du gouvernement de coalition. Netanyahou, qui la veille encore promettait de poursuivre les opérations, a soudainement déclaré que l'arrêt des combats servait les intérêts d'Israël. Le virage à 180 degrés, le plus rapide de l'histoire diplomatique israélienne. Deuxième enjeu, la position de l'Iran dans l'architecture régionale. Téhéran a publié une liste de 10 conditions pour la poursuite du cessez-le-feu. Parmi elles, et c'est stupéfiant, le retrait américain de certaines bases dans la région et l'arrêt complet des opérations militaires israéliennes sur tous les fronts, à commencer par le Liban. Ce ne sont pas les conditions d'un pays vaincu, ce sont les conditions d'un pays qui estime avoir gagné le droit de dicter les termes de la paix. Que ces conditions soient acceptées ou non est une autre question. Leur simple formulation publique est un fait géopolitique en soi. Troisième enjeu, le Liban. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est en place, mais la situation est tout sauf résolue. Le gouvernement libanais a entamé des négociations directes avec Israël, une première en 40 ans, sous l'égide de Washington. L'objectif affiché par les Israéliens et les Américains est le désarmement du Hezbollah. Mais le Hezbollah n'a ni capitulé, ni déposé les armes, ni cessé de revendiquer sa résistance. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a explicitement déclaré que le cessez-le-feu au Liban n'avait été obtenu que grâce à la résistance héroïque du Hezbollah. Nous sommes donc face à une équation impossible. Un cessez-le-feu que tout le monde revendique comme une victoire, mais dont personne n'accepte les conséquences logiques. Israël veut le désarmement, le Hezbollah refuse, le gouvernement libanais est pris entre les deux et la population du sud du Liban continue de vivre sous la menace avec des infrastructures détruites. Le pont d'Al-Qassimiyya, qui relie les deux rives du Litani, a été frappé, coupant l'accès à des villages entiers. Quatrième enjeu, et non le moindre, la course nucléaire régionale. Si les négociations échouent le 21 avril, nous revenons à la case départ, mais avec un Iran renforcé dans sa conviction que seule l'arme nucléaire peut garantir sa survie, des pays du Golfe terrifiés qui commenceront à chercher leur propre parapluie nucléaire, et un Pakistan nucléaire déjà positionné comme médiateur central. Le scénario que tout le monde redoutait depuis 20 ans pourrait se concrétiser en quelques mois. La guerre n'est pas finie, elle a simplement changé de forme. Ce qui se joue entre maintenant et le 21 avril, date d'expiration de la trêve, déterminera si le Moyen-Orient entre dans une ère de négociation, aussi imparfaite soit-elle, ou replonge dans un conflit dont personne ne maîtrise plus l'escalade. Mais une chose est déjà certaine, le monde d'avant le 28 février 2026 n'existe plus.
L'Iran n'est plus le pays que l'on pouvait menacer sans conséquence et la parole américaine au Moyen-Orient n'a jamais valu aussi peu. Ce que cette crise révèle, au fond, c'est la distance vertigineuse entre les récits officiels et la réalité du terrain. Combler cette distance, c'est exactement la raison d'être de cette chaîne. Si ce travail d'analyse indépendante a du sens pour vous, abonnez-vous à Voix interdite et activez la cloche de notification. C'est le seul moyen de garantir que ces décryptages continuent de vous atteindre sans filtre, sans sponsor, sans ligne à tenir. On se retrouve très vite.